Chers contribuables, partenaires de l'Office togolais des recettes, bonjour et bienvenue dans votre émission Mercredi du Fisc. Nous nous excusons pour le retard accusé. Nous avons eu quelques problèmes techniques. Nous y allons. Alors, ce mercredi, nous sommes encore réunis ce 5 avril pour une nouvelle émission, comme vous le savez, pour notre rendez-vous mensuel de tous les premiers mercredis du mois dans l'émission Mercredi du Fisc, une émission éducative, une émission dans laquelle nous répondons à vos questions où nous apportons la bonne information. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contrôle fiscal. Qu'est-ce que le contrôle fiscal? Comment est-ce que cela se fait? Faut-il craindre le contrôle fiscal? Voilà le thème dont nous allons débattre. Mais avant toute chose, je vais vous prier de vous asseoir confortablement devant vos écrans et de partager le lien de cette émission Zoom. Partagez-la sur Facebook. Nous sommes en direct sur notre page Office togolais des recettes, ainsi que sur la page YouTube Canal OTR. Installez-vous confortablement et le train est déjà en marche. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Kossi Oga, qui est inspecteur des impôts, chef division programme, ration suivi et évaluation à la DCF. Il sera avec nous tout au cours de cette émission pour nous parler, comme nous l'avons dit, du contrôle fiscal. Monsieur Oga, bonjour. Bonjour, Madame Deboué. Comment allez-vous? Je vais bien, j'espère vous aussi. Je rends grâce. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contrôle fiscal. Notre thème, faut-il craindre le contrôle fiscal? J'espère que vous êtes prêts pour que nous fassions ce débat. Alors, nous allons répondre à différentes questions pour arriver à la conclusion de savoir si oui ou non le contrôle fiscal est quelque chose à craindre. Sans plus tarder, en fiscalité au Togo, nous avons une action qui est dénommée contrôle fiscal. Et nous venons de le dire, c'est le thème du jour. Lorsque nous entendons l'expression contrôle fiscal, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que c'est que le contrôle fiscal? Merci, Madame, pour la question. Elle est la bienvenue. Mais d'entrée de jeu, moi aussi, de mon côté, je profite pour présenter nos excuses à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent pour le retard accusé. Et en même temps, les féliciter d'avoir pris un peu de leur temps pour assister à cette séance de partage sur le contrôle fiscal. Et nous exhortons aussi tous les autres partenaires, les contribuables et tous ceux qui ne sont pas encore connectés, qui prennent le train en marche, pour qu'ensemble, on profite de cette séance de partage. Revenant à la question, qu'est-ce qu'on peut attendre par le contrôle fiscal? Avant d'y répondre, je profite pour rappeler que le système fiscal de l'administration fiscale togolaise est basé sur un système déclaratif auto-liquidé. Ce système déclaratif auto-liquidé veut dire que c'est le contribuable lui-même, bien le partenaire lui-même qui conçoit ses déclarations, il liquide ses impôts et il vient les déclarer au niveau de l'administration fiscale. Okay. Et donc, étant donné que les fonctions traditionnelles, l'épine dorsale d'une administration fiscale, que sont la fonction de gestion des déclarations, que nous appelons assiette, la fonction de recouvrement et la fonction du contrôle fiscal restent toujours les mêmes. C'est cette dernière fonction qu'est le contrôle fiscal qui constitue la contrepartie de ce système basé sur le système déclaratif auto-liquidé. C'est cette fonction, contrôle fiscal, qui vient s'assurer si les informations que contiennent les déclarations qui sont déposées, elles sont sincères ou pas. Okay. Puisqu'à priori, lorsque vous déposez vos déclarations, vous bénéficiez d'une présomption de sincérité des informations que contiennent ces déclarations. Et donc, comme nous le disons souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. L'administration quand même vient avec tout ce qu'il a comme arsenal juridique par rapport à cet aspect pour vérifier si les informations que vous avez renseignées dans vos déclarations, elles sont vraiment sincères, elles correspondent réellement à votre volume d'activité. Donc, pour résumer un peu, qu'est-ce que le contrôle fiscal, ou bien qu'est-ce qu'on peut attendre par le contrôle fiscal? C'est l'ensemble des procédés, des techniques mises en œuvre dans le respect
des tests, c'est-à-dire de procédures fiscales, pour vérifier les informations que le contribuable a déclarées auprès de l'administration. De manière courte, c'est ce qu'on peut dire. D'accord. Donc, vérifier les informations déclarées par le contribuable. Alors, je vais revenir sur deux mots. Vous avez parlé du système déclaratif auto-liquidé et vous avez parlé d'une déclaration et d'une liquidation. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclaration? Qu'est-ce que c'est que la liquidation? Oui, la déclaration, comme je viens de le dire, et comme le terme générique même le signifie, c'est une information que vous portez à l'endroit de l'administration. D'accord. Donc, ce que vous fournissez comme renseignement, comme information à l'administration. Bien sûr, c'est l'information que le contribuable ou bien nos partenaires fournissent à l'administration selon les délais prévus par le Code général des impôts. On peut donner par l'exemple des états financiers, des déclarations des TVA, des déclarations annuelles de salaire, les DAS, et toutes les autres déclarations. Oui. Et maintenant, la liquidation, c'est le fait d'asseoir l'impôt en utilisant les bases que le contribuable a déclarées. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple la TVA, c'est le contribuable lui-même qui connaît le chiffre d'affaires, il le multiplie par 18% pour dégager la TVA. Donc, c'est la liquidation qu'il est en train de faire. Donc, il liquide l'impôt. S'il n'a pas d'autre déduction, ce qu'il a liquidé, c'est ça qu'il vient déclarer. Si nous prenons par exemple l'IS, c'est lui-même qui détermine d'abord le résultat fiscal. C'est ce résultat fiscal, il le multiplie par 27% et il dégage l'IS à payer. Donc, ça, c'est la liquidation. Voilà. Donc, est-ce que la liquidation, moi, dans mon entendement, la liquidation implique une action de paiement? C'est deux actions différentes. On peut liquider, déclarer et passer après pour le paiement. Il y a l'aspect assiette, que nous appelons déclaration, et l'aspect recouvrement, le paiement. Voilà. D'accord. Donc, contrôle fiscal, il s'agit de vérifier les informations que vous fournissez à l'administration fiscale parce que nous sommes dans le système déclaratif auto-liquidé. C'est bien ça. Bien ça. OK. Alors, nous avons compris ce que c'est que le contrôle. Pourquoi le contrôle fiscal? Pourquoi le contrôle fiscal? Si je peux me répéter un peu, le contrôle fiscal, étant donné que nous sommes dans un système déclaratif, c'est-à-dire que le soin est laissé aux contribuables de produire tout ce qui est information. Si nous prenons l'exemple, par exemple, des grandes structures qui tiennent bien leur comptabilité et tout ce qui va avec, c'est elles-mêmes qui savent ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires. C'est elles qui portent l'information à l'endroit de l'administration que mon chiffre d'affaires, ça fait 1000 francs. Maintenant, de ce 1000 francs, voilà l'impôt que je vous dois. Voilà. Donc, étant donné que le soin est laissé aux contribuables, aux partenaires, eux-mêmes de procéder à leur déclaration et autres, il y a bien quand même, c'est important que l'administration s'assure que l'information qu'on lui a apportée, qu'on a apportée à son endroit, si elle est vraiment fondée, elle est sincère et qu'elle répond effectivement au volume d'activités réalisées. Étant donné que nous devons payer le juste impôt, si l'administration ne prend pas soin de contrôler, ça peut créer un peu de concurrence déloyale au niveau des secteurs. Puisque si moi, je déclare bien et que je paie bien, et que mon second à côté, lui, ne déclare pas bien, ce qui veut dire que... il y a de la tricherie quelque part. Et donc, chacun devait contribuer à juste valeur. D'accord. C'est pourquoi cette fonction que constitue le contrôle fiscal vient pour s'assurer si tout le monde, ce qu'il devait payer, c'est ce qu'il a payé, ou bien c'est ce qu'il devait déclarer, c'est ce qu'il a déclaré. Donc, c'est tout juste pour s'assurer de la sincérité des informations que contiennent les déclarations qui sont produites. D'accord. S'assurer de la sincérité des informations, encore une fois, s'assurer que tout le monde paie le juste impôt et qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi le contrôle fiscal existe. Alors, qui est-ce qui peut faire l'objet d'un contrôle fiscal? Je veux dire, est-ce qu'une entreprise individuelle, est-ce que moi, seul, en tant qu'entrepreneur ou une société, est-ce que tout le monde est sujet au contrôle fiscal? Qui peut faire l'objet d'un contrôle? En principe, tout type de contribuable, que ce soit une société, que ce soit les formes, il y a société, personnes physiques, en tout cas, tout type de contribuable peut faire objet de contrôle fiscal, c'est-à-dire toute entité qui est redevable réel ou redevable légal vis-à-vis d'un impôt peut faire objet de contrôle fiscal. Si je dis redevable réel et légal, peut-être si nous prenons les entités qui sont exonérées,
Oui. mais que la loi demande, par exemple, de collecter les impôts sur le salaire pour reverser auprès de l'administration. L'entité elle-même est exonérée, mais la loi lui fait obligation de collecter les impôts sur le salaire pour reverser. Donc, ce dernier, qui est un redevable légal, peut faire objet de contrôle pour qu'on s'assure si les salaires prélevés et qui sont reversés, effectivement, sont les informations que les salariés ont fournies, ou bien que si c'est vraiment le salaire que les salariés ont effectivement bénéficié, qui sont déclarés dans la déclaration annuelle de salaire. Okay. Et donc, tout type d'entité peut faire objet de contrôle fiscal une fois qu'il constitue un redevable légal ou un redevable réel. Ok, d'accord. Donc, everybody. En principe, tout le monde, même des particuliers. C'est ce que je voulais dire. Bien sûr, les particuliers aussi peuvent faire objet de contrôle fiscal. C'est prévu dans les tests. Ok. Bien sûr. D'accord. Oui. Donc, ça ne concerne pas que les entreprises. Non. Même les personnes individuelles. Les personnes individuelles peuvent faire objet de contrôle fiscal par rapport à leur patrimoine. Ah, ok. Ça, c'est une information. Oui, puisque lorsque un particulier qui fait en principe objet, les particuliers devaient en principe faire objet de contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils aussi sont tenus de fournir des déclarations par rapport à leur activité. Voilà. Supposons, je suis juste un consultant, je ne suis pas consultant en société. Je mène des activités génératrices de revenus. Oui. Une fois que vous avez une activité génératrice de revenus, ce qui veut dire qu'en principe, vous devez payer impôt. Et vous pouvez être contrôlé. Et donc, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal que la personne s'assure si ce que vous-même vous avez déclaré et venu payer correspond effectivement à ce que vous devriez payer. D'accord. Donc, tout type d'entité, même personne physique, particulier, peut faire objet de contrôle fiscal. D'accord. Merci, Monsieur Oga. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent que nous sommes dans l'émission Mercredi du Fisc. Nous sommes connectés via Zoom, via notre page Facebook OTR et sur canal OTR YouTube. Alors, partagez le lien de cette émission pour que beaucoup d'autres nous rejoignent. Nous parlons aujourd'hui de contrôle fiscal. Les états financiers ont été déposés pour la plupart le 31 mars dernier. Il y en aura encore qui seront déposés en avril et en mai. Et je crois que suite à ces dépôts, le contrôle peut commencer. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est « Faut-il craindre le contrôle fiscal ?» Tout le monde a besoin d'une réponse à cette question. Donc, partagez le lien de cette émission. Monsieur Organ, nous continuons. Alors, nous avons dit que tout le monde peut être contrôlé. Quels sont les différents types de contrôle fiscal qui existent? Merci beaucoup pour la question. Nous pouvons catégoriser en deux le type de contrôle que l'administration peut mener. Donc, nous avons les contrôles internes, donc les contrôles au bureau, oui, et les contrôles externes. Donc, le contrôle interne, que nous appelons souvent le contrôle sur pièces, donc c'est sur les pièces que les contribuables ont déposées que ce contrôle se fait. Donc, nous prenons par exemple l'aspect des états financiers. Lorsque vous déposez les états financiers, l'administration peut être amenée à analyser l'état financier pour voir s'il y a la cohérence, si les informations sont vraiment exactes dans les états financiers. Okay. Puis, il peut arriver pour un contribuable peut-être qu'il a déposé son état financier pour l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires qu'il a mis dedans, par exemple, peut ou ne pas correspondre au chiffre d'affaires qu'il a eu à déclarer sur les bordereaux de TVA. Donc, ces petites comparaisons permettent de dégager des écarts qui sont en principe des signaux. Donc, ces signaux, quand il dit des signaux, ce n'est pas forcément qu'il y a problème. Il faut d'abord l'analyser pour s'assurer si c'est vraiment un risque et que le risque vraiment s'est avéré. Donc, forcément, il y a des écarts. Mais il peut arriver aussi qu'il y a un écart, mais que l'écart s'explique. Okay. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a écart que c'est automatiquement, ça donne droit au redressement. Okay. Donc, ça, c'est le contrôle au bureau. Okay. Donc, le contrôle interne. Les contrôles qui sont faits suite aux déclarations qui sont déposées par les contribuables. Maintenant, nous avons aussi le contrôle externe. Et là, le contrôle externe, on en a plusieurs sortes. Okay. Nous avons le contrôle inopiné. Oui. Nous avons le contrôle ponctuel. Nous avons le contrôle partiel.
et nous avons le contrôle de comptabilité générale. Okay. Donc, la vérification générale de comptabilité. D'accord. Et c'est plus ce dernier type de contrôle qui fait souvent objet de commentaires parce que c'est le contrôle le plus récurrent que l'administration mène souvent. Okay. C'est vrai que le contrôle sur pièce, elle est plus régulière, mais c'est comme c'est au bureau, c'est pas trop dérangeant, mais quand il s'agit d'aller visiter l'entité sur le terrain, Okay. rester chez lui pour l'écouter, essayer d'échanger avec lui. Donc, c'est ce type de contrôle qui permet de pouvoir vérifier toute la comptabilité, toutes les opérations qui sont réalisées par l'entité. D'accord. Et donc, c'est ce dernier qui est qui fait plus de débats. Ok. Voilà, si je peux le dire, je peux me résumer ainsi. D'accord. Je n'ai pas voulu aussi revenir sur l'aspect, le contrôle lié aux particuliers, donc à l'ensemble des revenus que disposent les particuliers. Il y a aussi ce type de contrôle, comme je l'avais déjà annoncé, que toute personne qui effectue une activité génératrice de revenus, il peut faire objet de contrôle. Objet d'un contrôle. Mais comme je le dis, le contrôle qui fait plus de débats ou bien de commentaires, c'est plus le contrôle de comptabilité générale. D'accord. Voilà. Alors, avant de nous étendre peut-être sur ce contrôle de comptabilité générale, j'aimerais que vous nous recitiez ou bien les différents types de contrôle. Je crois que vous avez cité 3 ou 4 Ça fait 4 externe et voilà. 1 en contrôle interne. Mais avant, si j'ai bien suivi, le contrôle interne ne se fait pas dans l'entreprise. Non, c'est au bureau, c'est au niveau de l'administration. D'accord. Donc, quand on dit interne, c'est interne à l'administration fiscale. Le vérificateur ou l'employé de l'administration est dans son bureau et contrôle les documents. Il contrôle les documents. OK. Donc, contrôle externe, maintenant, il est dans l'entreprise. Il est dans l'entreprise. D'accord. Et vous pouvez nous redire quels sont les différents types de contrôle? Donc, comme je viens de le dire, nous avons le contrôle inopiné, oui. Le contrôle ponctuel, le contrôle partiel et le contrôle de comptabilité générale. Une phrase sur tous les contrôles. Contrôle inopiné, qu'est-ce qu'on entend par là? Comme son nom l'indique, c'est que là, vous n'êtes pas averti. Okay. L'administration débarque sur vous, il vous tend l'avis de vérification. Là, c'est pour prélever les informations. OK. Donc, un bon matin, je suis là et puis les agents viennent chez moi. Vous déchargez l'avis. Là, on prélève juste les informations liées au chiffre d'affaires. OK. Séance tenante. On prélève les informations tout juste liées au chiffre d'affaires. Okay. Comme son nom l'indique, c'est inopiné. Donc, on ne vous avertit pas d'avance. Ce qui veut dire que l'administration dispose d'autres informations qui l'obligent à aller dans l'entité pour prélever l'information. Donc, il prélève juste l'information liée au chiffre d'affaires. D'accord. Le contrôle ponctuel, là, ça concerne la TVA. Oui. Uniquement la TVA. Seule la TVA fait objet de contrôle ponctuel. Étant donné que c'est un impôt leader par rapport à nos différents impôts, cet impôt seul peut faire objet de contrôle sur place. Et donc, c'est la TVA qui fait objet de contrôle ponctuel. Et en principe, ça s'étape pas sur plusieurs années. En principe, c'est sur un seul exercice. Maintenant, nous avons le contrôle partiel. Le contrôle partiel peut prendre en compte 2 types d'impôts, 3 types d'impôts ou 4 types d'impôts. Ça ne prend pas en compte tous les impôts dont le contribuable est redevable. Donc, c'est une partie des différents impôts dont il est redevable qui fait objet de ce contrôle. Et maintenant, le contrôle de comptabilité générale. Là, il prend en compte tous les impôts dont ce contribuable est redevable. Qu'il soit redevable réel ou légal de l'impôt en question, ce contribuable peut faire objet de contrôle sur tout type d'impôt dont il a obligation de reverser. D'accord. Voilà. OK, merci beaucoup. Nous avons vu quels sont les différents types de contrôle. Alors, nous avions déjà dit pourquoi est-ce qu'on doit faire un contrôle fiscal, mais quel est l'objectif du contrôle fiscal? Bon, parce que là, vous nous dites qu'il faut vérifier, mais je crois savoir qu'il y a aussi un objectif pédagogique aussi derrière. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres, un objectif financier? Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs du contrôle fiscal? Merci beaucoup pour la question, très intéressante, parce que là, souvent, quand on dit contrôle, le contribuable commence par trembler. Il panique, il se dit, là, mais je suis fini. Ils vont venir me taper dessus. Le fisc va débarquer chez moi pour m'attribuer un montant ou bien non. Bon, quand on n'a pas l'information,
c'est vrai qu'on ne saura pas comment se comporter. C'est pourquoi j'encourage, je vous exhorte, tous les contribuables, pour ces séances de partage, qu'ils trouvent un peu de temps pour suivre, parce que plus vous comprenez la chose, plus il y a de ces petites incompréhensions qui vont plus surgir. OK. Il y aura une meilleure collaboration sur le terrain. Bien sûr. Puisque nous sommes d'ailleurs dans une dynamique de service de qualité. Bien sûr. Et donc, c'est important qu'on partage souvent les informations avec nos partenaires. Okay. Ce n'est pour rien qu'on les appelle nos partenaires. Donc, voilà, quels sont les objectifs ou quels peuvent être les objectifs que poursuivre le contrôle fiscal. D'abord, avant qu'on ne vienne vous contrôler, c'est qu'on a senti une incohérence quelque part. Donc, entre guillemets, un risque. D'accord. Qu'on veut s'assurer si le risque est fondé ou pas. Donc, sans incohérence, pas de contrôle. Sans incohérence, pas de contrôle. OK. Le service de programmation qui s'occupe de tout ce qui est programme à soumettre aux directions opérationnelles, d'abord analyse les dossiers pour savoir s'il y a d'abord un risque. OK. Voilà. Sinon, sans aucun risque, un dossier n'est pas contrôlé. Dans tous les cas, on ne peut pas contrôler tous les dossiers. C'est ce que j'allais dire. Du coup, parce que tout le monde est contrôlable, vous l'avez dit. Tout le monde est maintenant, contrôlable. Si on ne contrôle que ceux qui présentent un risque, ça veut dire que le reste, ça peut passer par les mailles. Ce qui veut dire que c'est quand on présume un risque là. Il y a une probabilité. Qu'il y a un souci peut-être de minimisation d'impôts payés ou autre, que le dossier est programmé pour aller être contrôlé. C'est pour ça que nous parlons de prévention, parce qu'on peut peut-être identifier le risque, mais sur le terrain, que le risque ne soit pas avéré. Il y a des explications claires fondées. Et donc, du coup, en même temps, cette manière que le contribuable dit, parce que dit, quand ils seront là, forcément, ils vont me notifier quelque chose, ce n'est pas évident. Ce n'est pas vrai. Non. Ils peuvent venir parce qu'il y a pour certaines entités des avis d'absence de redressement. Okay. Donc, revenons à la question qui est posée par rapport aux objectifs, comme je le dis, souvent c'est quand il y a une insuffisance qui est constatée, que le dossier est peut-être programmé pour s'assurer de l'information. Donc, il y a un côté, un objectif d'abord, correction d'erreurs. Okay. Les erreurs qu'on a identifiées. Donc, quand le vérificateur sera sur le terrain, si ces erreurs présumées se retrouvent vraies, là, il sera obligé de les corriger. Et quand on dit correction d'erreur, c'est que peut-être vous avez insuffisamment déclaré le chiffre d'affaires, on corrige, donc on réajuste selon ce qui est effectivement réalisé. Okay. Donc, un objectif pour corriger tout ce qui est insuffisance, erreur dans l'entité. Mais aussi, c'est une manifestation de l'administration au sein de la structure. C'est-à-dire que l'administration, par moment, en principe, a besoin d'échanger avec son partenaire. Vous ne pouvez pas être partenaire, bon, vous ne vous échangez jamais. Donc, quand le partenaire sait que non, celui-ci vient souvent chez moi, l'autre aussi vient chez lui, il y a des choses qu'on ne fait plus. D'accord. Donc, ça permet de marquer la présence de l'administration au sein de la structure. OK. L'autre côté de la chose, là, qu'on ne souhaite pas aux gens, c'est le côté répressif du contrôle. Okay. Et là, ça s'adresse aux fraudeurs. Lorsque vous savez que vous êtes fraudeur, c'est normal quand l'administration vient que vous commencez par trembler. Mais quand vous ne vous reprochez rien, en principe, ça devait plutôt vous arranger. Et le dernier côté sur lequel je devais en principe insister, c'est l'aspect pédagogique de la chose. Il y a plusieurs responsables d'entités, puisque d'abord, ils ne sont pas forcément fiscalistes. Oui, ça c'est sûr. De deux, tu n'as pas besoin d'être comptable pour créer ton entreprise ou entreprendre quoi que ce soit. Donc, ils ne sont pas ni comptables forcément, ni fiscalistes. Donc, ils ne maîtrisent pas forcément. Et donc, eux, ils sont des entrepreneurs, c'est comment aller chercher les contrats, les marchés, comment trouver des débouchés et tout ce qui va avec. Mais quand lui s'engage dans tout ce processus, ce n'est pas évident que ces détails, parce que pour lui, c'est des détails. Parce que quand il ne prend pas la mesure de la chose, c'est des détails. Parce que pour moi, l'objectif premier, c'est de réaliser un profit. Voilà. Donc, c'est où trouver le marché pour pouvoir réaliser de profit. Les autres aspects, c'est un peu des détails pour moi. C'est pas très important. Voilà, donc il y a des choses qui se passent sans que le contrôleur lui-même ne s'en rende pas compte. Okay. C'est quand l'administration débarque, bien l'administration arrive dans l'entité, on commence par vérifier les pièces, tout ça là, que le comptable lui-même se rende compte que, ah non, ben, j'étais en train d'utiliser même mon capital croyant que c'était un bénéfice. Okay. Les gens souvent dépensent sur le chiffre d'affaires croyant que c'est sur le bénéfice. Okay.
Et là, eux-mêmes, ils ne savent pas vraiment si disons, l'opération ou l'activité est vraiment rentable. Elle est rentable ou pas. Parce que quand vous n'êtes pas à mesure de déterminer exactement ce que vous gagnez, vous ne saurez pas si l'activité est rentable ou pas. Donc, il y a certains partenaires, bien certains responsables d'entités qui ne savent pas qu'effectivement, ils sont en train de gagner ou qu'ils sont en train de perdre. Parce que si nous prenons nos commerçants et autres, oui, bon, il y a ok, c'est bon, il y a de la marchandise, ok, les gens sont venus acheter, et ainsi de suite. On négocie les prix, moi, que j'ai trouvé un peu déçu. Et on prend ça, on réinvestit dans autre chose qui n'est pas peut-être lié même à l'activité principale, croyant que nous dégageons des bénéfices. C'est quand le vérificateur arrive qu'il explique calmement. Voilà ce qui est votre chiffre d'affaires, voilà tout ce qui est votre charge, voilà ce qui devait constituer le bénéfice. Parfois, c'est en ce moment qu'il se rend compte qu'il y a certaines opérations qu'il a fait qui ne devaient pas rentrer dans l'activité. OK. Donc, bref. On corrige un peu les choses. On corrige et ça lui permet, parce que ce n'est pas tous qui décident de frauder ou bien qui sont dans une vision de frauder, non. Oui. Parfois, si nous disons une erreur, c'est parce qu'on ne sait pas et on l'a commise. On l'a commise. Comme on dit, l'erreur est humaine. Elle est humaine, bien sûr. C'est parce qu'il ne sait pas, il ne savait pas qu'il s'est engagé dans ça ou bien qu'il a traité l'opération comme ça. Okay. Mais quand le vérificateur arrive et qu'il lui explique clairement, voilà ce que les tests comptables disent, voilà ce que les tests fiscaux disent, voilà ce que vous devrez faire, pour la majorité, ils comprennent et ils se réajustent. Okay. Et donc, c'est l'aspect bénéfique du contrôle. Okay. C'est, entre guillemets, un audit qui ne dit pas son nom pour l'entité. Okay. Au lieu même d'aller dépenser auprès peut-être de deux entités de l'audit, c'est un mini-audit qui ne dit pas son nom. Okay. Ça permet, c'est vrai que c'est plus l'aspect fiscal de la chose, mais ça permet à l'entité quand même de s'assurer que tout ce qui se passe au niveau de l'aspect de la comptabilité, elle est vraiment, ces opérations sont vraiment régulières. Et donc, c'est ce côté qui n'est pas vraiment mis en exergue au niveau des contribuables, ils ne comprennent pas ce qui peut parfois les faire fuir parce qu'ils n'ont pas compris qu'en principe, ils bénéficient aussi de la chose. Ils se disent que c'est seule l'administration qui veut bénéficier en les redressant, en réajustant les impôts qu'ils devaient normalement payer, qu'ils n'avaient pas payé, et ça s'arrête là. C'est vrai, on est tous conscients, on est tous d'accord que quand on parle de l'aspect côté argent, forcément, nos yeux sont plus braqués sur l'aspect là que les autres détails. Mais c'est l'avantage de la chose. Quand on vous contrôle, si vous-même, vous voulez vraiment vous améliorer, vous allez profiter de toutes les remarques qui ont été faites, de tous les constats réalisés, pour que vous vous réajustez et mieux orienter vos activités. Donc, voilà un peu les quatre, si je peux le résumer ainsi, les quatre principaux objectifs que poursuit le contrôle fiscal. Voilà. Merci, M. Oga. Je vais me permettre de revenir un peu sur le côté pédagogique et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent et à nos contribuables, comme il a dit, nous sommes partenaires. Et aujourd'hui, l'objectif de l'administration fiscale n'est plus de courir derrière qui que ce soit ou de taper sur les doigts, mais c'est d'arriver ensemble à une culture fiscale pour que tous ensemble, nous puissions déclarer, comme on l'a dit au début, le juste impôt. Alors, l'administration n'est pas forcément là pour des redressements, comme vous avez dit, mais aussi pour vous aider à améliorer votre manière de faire, votre comptabilité, et surtout pour vous enseigner ce qu'il faut faire. Alors, cet aspect est important pour nous. Comme nous l'avons dit, l'administration aujourd'hui n'est plus un gendarme derrière son partenaire. Alors, nous avons vu les objectifs du contrôle fiscal, nous avons un objectif pécuniaire, un objectif de correction, de vérification et aussi un objectif pédagogique. Comment alors se fait le contrôle? Nous avons parlé du contrôle interne, du contrôle externe qui va dans l'entreprise. Nous allons nous appesantir un peu sur le contrôle externe parce que, comme vous l'avez dit, c'est ça qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Lorsque vous allez dans une entreprise pour un contrôle de comptabilité générale, comment est-ce que ça se fait concrètement? Merci, madame, pour la question. Je pense que c'est l'aspect pratique de la chose. Et donc, je prierai nos auditeurs qui nous suivent de bien prêter attention à cette question. Oui, voilà. Comment se déroule le contrôle fiscal? Le contrôle fiscal externe est précisément la vérification générale de comptabilité. Dans un premier temps, l'administration
vous avertit d'abord. OK. Quand je dis l'administration vous avertit, il vous envoie un avis de vérification, vous informant qu'à telle date, nous allons passer chez vous pour procéder à la vérification de votre comptabilité. D'accord. Donc, il y a un avis de vérification qui est envoyé. Donc, cet avis comporte d'abord les années à vérifier. Cet avis comporte les impôts à vérifier. Et cet avis fait une mention spéciale en disant que vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix. OK. Voilà. C'est pour dire que l'administration, elle sera plus à l'aise quand vous arrivez à lui expliquer clairement la chose. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément d'aller redresser. C'est plutôt d'aller comprendre. Et quand des opérations qui sont sujet, peut-être d'autres interprétations, sont suffisamment expliquées et étoffées de justificatifs, le problème ne se pose pas. D'accord. Donc, vous êtes d'abord averti par un avis de vérification. Oui. Et donc, là, par rapport à notre livre de procédure, l'administration vous donne 7 jours. OK. Si peut-être vous trouvez que les 7 jours sont insuffisants pour que vous vous apprêtez, vous pouvez demander un rallonge de 8 jours. OK. Vous écrivez? Vous écrivez pour dire à l'administration que non, les 7 jours ne seraient pas trop bien, j'ai une urgence ou quoi que ce soit. Donc, je préfère, en tout cas, je propose que vous m'ajoutez 8 jours, puisque ça, c'est ce que les tests ont prévu. D'accord. Et donc, en envoyant l'avis de vérification, l'administration prend soin de joindre en même temps une liste de documents qu'il aura besoin à l'avis. OK. Pour que nous allons plus vite. Dès qu'il arrive, que ça ne traîne pas. Les documents sont déjà prêts. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vous envoie l'avis de vérification, on vous donne 7 jours. Si vous êtes prêt, c'est bon. Ils peuvent arriver à l'heure prévue indiquée sur l'avis. Si vous n'êtes pas prêt, vous envoyez pour demander un rallonge de 8 jours et l'administration vous l'accorde parce que c'est le test qui le demande. Okay. Maintenant que l'administration vous a accordé, donc, il vous a répondu et maintenant, vous avez pris un autre rendez-vous. Donc, au jour du rendez-vous, le vérificateur et son chef brigade ou son chef session débarquent dans la société ou bien arrivent dans la société. Donc, c'est ce que nous appelons, ils sont là pour la prise de contact. OK. Et donc, lors de la prise de contact, il est important que le premier responsable de la structure soit là, son comptable soit là, et son conseil, comme nous l'avons mentionné sur l'avis, qu'il peut se faire assister par un conseil, donc son conseil aussi soit là. Et donc, en fait, la prise de contact, c'est pour prendre un peu, disons, la température de la structure, c'est-à-dire que comment ça fonctionne, qui sont les associés, quelles sont les opérations que vous effectuez, qui peuvent être bien, qui sont vos tiers, et tout ce qui va avec. Peut-être la genèse même de la structure, comment l'entreprise est née, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour connaître un peu la société d'abord. Et c'est au cours de cette séance de prise de contact qu'en même temps, un chronogramme de travail est établi. OK. Donc, ils peuvent décider que non, que le vérificateur vienne de la société 2 jours de la semaine ou 3 jours de la semaine pour pouvoir exploiter les documents sur place parce qu'il ne doit pas emporter les documents au bureau. Il doit l'exploiter sur place. Sur place. Voilà. Okay. Donc, et ce n'est pas lui qui décide de comment... Du chronogramme. Du temps qu'il passe par semaine ou par jour dans l'entreprise. Non, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on discute parce que le comptable aussi a d'autres missions. Il n'a pas que ça. Il a d'autres activités. Le conseiller aussi a d'autres activités. Il n'a pas que ça. Donc, ensemble, ils conviennent d'un chronogramme et c'est ce chronogramme qui va être respecté. C'est pour dire que peut-être qu'ils se disent le vérificateur viendra 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine et ça avance. Donc, une fois que la prise de contact est effectuée, le chronogramme de travail est défini, ce qui veut dire que le contrôle proprement dit peut démarrer. Et comment ça commence? Comme on avait déjà joint une liste de documents, bien sûr non exhaustive, à l'avis, ce qui veut dire que ces documents sont supposés être déjà apprêtés et disponibles. Donc, une fois que le chronogramme est établi, le vérificateur, ça peut être au lendemain, ça peut être la semaine qui suit selon le chronogramme, il y va pour l'exploitation des documents en question. Et donc, au besoin, s'il y a un document qui n'avait pas listé sur la liste qui est jointe à l'avis et qu'il a besoin, la loi le lutte autorise de demander. C'est pourquoi on met sur la liste en question que la liste n'est pas exhaustive. Et au fur et à mesure qu'il avance, il est tenu de faire des réunions d'étape. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu des incohérences constatées, il a discuté avec le comptable, ils se sont entendus, ils ne se sont pas attendus, ou bien l'explication du comptable n'est pas suffisante.
il se peut que c'est le premier responsable qui a vraiment l'information, en tout cas au questionnement qu'il pose. Et donc, à la réunion d'étape, le conseil peut venir aussi et expliquer un peu le pourquoi de la chose. Voilà. Donc, ces réunions sont constatées par un PV et progressivement, le travail avance. Lorsqu'il suppose avoir terminé les travaux sur place, il passe à l'étape de la réunion de synthèse. Et cette réunion de synthèse, au cours de cette réunion de synthèse, le premier responsable doit être là. S'il ne peut pas être là, il peut donner mandat à son conseil, à son comptable, ou en tout cas à celui que lui-même désigne pour assister. Parce que là, c'est le jour où on lui fait le point de tout ce qui a été constaté. Et donc, s'il y a toujours des points qui suscitent des explications, en tout cas d'autres commentaires autour, ou bien pour lesquels on a besoin d'autres justificatifs, c'est le jour où il faut tout déballer. Maintenant, s'il y a des réserves que vous portez aussi sur certains aspects, ou bien d'autres aspects que vous n'êtes pas compris, vous portez ces réserves sur le PV de la synthèse. Donc, une fois que le PV de la synthèse est signé, ce qui dit que le vérificateur... Ils sont d'accord. Non, pas ils sont d'accord, puisqu'on peut faire un PV où je ne suis pas d'accord sur aucun point. Mais vous signez quand même? Oui, vous signez que vous n'êtes pas d'accord. Voilà sur les points sur lesquels moi, je n'étais pas d'accord. D'accord, donc vous notifiez quand même? Bien sûr, vous le dites. Voilà tous ces points, les points. Dans tous les cas, il a toujours le droit de réponse après. Donc, il peut le notifier ou ne pas le notifier, le point ne se pose pas. Mais c'est souhaitable quand même dès ce moment qu'il le dise qu'ici, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ainsi de suite. Mais s'il ne le dit pas aussi, il n'y a pas de souci parce qu'il a encore un droit de réponse. Donc, une fois que la synthèse est terminée et le procès verbal dressé, ce qui veut dire que le vérificateur ne peut plus retourner dans l'entité. Donc, il a fini les travaux sur place. Donc, il faut maintenant notifier le redressement s'il y en a, ou un avis d'absence de redressement, parce que les gens pensent qu'il ne peut jamais avoir d'avis d'absence de redressement. L'avis d'absence de redressement, c'est-à-dire qu'il est allé, il n'a rien trouvé. Tout est correct, tout est réglo, tout est OK. Donc, il n'y a pas de redressement à faire. Donc, à l'issue de ce PV, il doit envoyer un avis d'absence de redressement à l'entité pour lui dire qu'on est venu chez vous, vous êtes clean, il n'y a rien à trouver, donc c'est bon. Mais au cas où il y a des choses qui sont trouvées, là, il va envoyer une notification de redressement. Maintenant, quand il envoie, le contribuable dispose avec notre nouveau test de 45 jours pour répondre au vérificateur. Donc, c'est ce que nous appelons les observations. Donc, quand il envoie les observations, le vérificateur doit aussi le lui répondre. Peut-être qu'il conteste certains points dans ses observations. Donc, le vérificateur doit pouvoir lui répondre. Soit, s'il a raison, lui concéder. S'il n'a pas raison, là, il maintient, mais il justifie et il motive. C'est pourquoi il maintient toujours le chef de redressement. Et donc, une fois que cette étape est passée, une fois qu'il envoie la réponse aux observations, il attend 30 jours avant d'envoyer l'AMR. Donc, voilà un peu. Et l'AMR, c'est? L'avis de mise en recouvrement. C'est un document qui vient authentifier le montant qui est sur la notification. Puisque le contribuable a eu le temps d'envoyer cette observation, comme je le dis, ces observations peuvent être acceptées comme rejetées. Mais il faut motiver. Le pourquoi on accepte, le pourquoi on rejette. Et donc, quand on lui répond, le vérificateur, lui, il attend 30 jours pour envoyer l'AMR. Donc, une fois que l'AMR a envoyé, le vérificateur, lui, s'est dit, en tout cas, il a fini, entre guillemets, son job. Donc, voilà un peu comment se déroule le processus de contrôle sur place. Alors, je vais essayer de résumer très rapidement et si je me plante, vous allez m'aider. Pas de souci. Alors, il y a un avis de notification qui est d'abord un avis de vérification. De vérification. Oui. Qui donne un délai de 7 jours. 7 jours. Et le contribuable a la possibilité de demander une rallonge de 8 jours. 8 jours. Alors, à cet avis est joint la liste des documents dont on a besoin pour le travail. Voilà. Et lorsque le vérificateur arrive, il y a une prise de contact et ensemble, on fait un planning, si je peux le dire ainsi. Voilà, bien sûr. Voilà. Au cours du travail, il y a des réunions de synthèse. Non, des réunions d'étapes. D'étapes, OK. Voilà. Et à la fin, une réunion de synthèse où tout le monde, y compris le premier responsable, signe le PV. Bien sûr. Et après ça, il y a un courrier. Après ça, maintenant, la notification de redressement. Voilà. L'avis
d'absence de redressement. Voilà, Bon, avis d'absence de redressement. Voilà, c'est plus intéressant pour le contribuable. Quand on dit que vous avez un avis d'absence de redressement, c'est que dit que vous êtes clean. Vous êtes clean. Il n'y a aucun souci qui est constaté. D'accord. Bon. Voilà. Et ça, c'est dans un délai Non, c'est envoyé immédiatement, c'est ça? Bien sûr. Et le contribuable a un délai de 30 jours pour pouvoir... Non, 45 jours. 45 jours. Pour répondre, okay. Pour envoyer cette observation. Si au cas où il y a notification de redressement. Parce que si c'est un avis, une absence, là, il est à l'aise, il n'a plus besoin de répondre. D'accord. Voilà. Et dans ces 45 jours, il peut dire ce sur quoi il est d'accord ou non. Voilà. Et l'agent de l'Office togolais des recettes, le vérificateur, a obligation de répondre et de motiver. Bien sûr. Et à la fin, maintenant, l'avis de mise en recouvrement est envoyé. Alors, chers contribuables, j'espère que vous avez suivi le processus de comment se déroule le contrôle fiscal au sein d'une entreprise. Vous pouvez déjà envoyer vos questions si vous en avez dans cette réunion, dans la discussion de cette réunion. Et vous pouvez aussi envoyer les questions sur Facebook et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 99 41 01. Nous continuons. Alors, combien de temps peut durer un contrôle fiscal? Nous avons dit que c'est ensemble avec l'administration que le contribuable il détermine la durée. Genre, le vérificateur sera dans l'entreprise 2-3 jours par semaine. Alors, est-ce qu'il peut rester 2-3 jours par semaine pendant toute l'année? Pendant 6 mois, pendant 3 mois? Je crois qu'à un moment donné, il doit y avoir des normes, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour la question. C'est tout à fait normal. On ne pourrait pas y demeurer indéfiniment. Ah oui. Et donc, les tests ont prévu cet aspect de la chose pour recadrer un peu aussi la présence de l'administration dans l'entité. Donc, pour tout ce qui dépose ce que nous appelons le système minimal de trésorerie, SMT, donc les contribuables dont les chiffres d'affaires sont compris entre 0 et 60 millions, c'est-à-dire les TPUI forfaitaires, TPUI déclaratifs, l'administration ne peut rester que 3 mois. OK. Voilà. 3 mois. 3 mois. Au plus 3 mois, le vérificateur doit pouvoir finir son travail. OK. Le second délai, c'est tout ce qui dépose le système normal. Donc, l'état financier normal, le système normal. Maintenant, pour tout ce qui dépose le système normal et qui sont à la DME, en tout cas, pour tout ce qui dépose le système normal, que ce soit à DME, que ce soit au centre, eux bénéficient de 6 mois. C'est-à-dire que le vérificateur bénéficie de 6 mois pour finir son travail. Pour finir son travail, c'est long, hein? 6 mois, peut-être qu'on peut dire que c'est long, mais on n'a pas dit qu'il doit y rester pratiquement pendant 6 mois. Okay. Même en 1 mois, il peut finir si les informations sont disponibles. Okay. Donc ça c'est le max de temps. C'est le max. Il ne peut pas rester au-delà de 6 mois. Okay. Il peut rester même en 2 semaines et fini. Il peut rester 1 mois fini, 3 mois, 2 mois et fini. Alors, j'ai une question. Quand on dit 6 mois, oui, c'est en termes de... Je préfère terminer pour le dernier palier, puisque tout ce qui dépose SMT, système minimal de trésorerie, ils ont 3 mois. Tout ce qui dépose système normal, ils ont 6 mois. Mais tout ce qui dépose système normal, mais qui sont des grandes entreprises, qui relèvent des grandes entreprises, là-bas, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Voilà. Okay. Puisque là, la comptabilité, ça dépend des types de sociétés. Okay. Il y a des sociétés, voilà. Donc, pour lesquelles on a besoin beaucoup plus de temps pour pouvoir s'assurer de toutes les opérations. D'accord. Donc, voilà un peu les différents délais. OK, merci. Alors, j'allais poser la question, c'est 3, 6, 9 mois. Est-ce que c'est une durée calendaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est, quand je prends 3 mois, c'est du 1er janvier au 31 mars, ou bien est-ce que c'est en termes de cumul? Genre, si le vérificateur fait 2 jours dans l'entreprise par semaine, comme on a dit, au bout d'1 mois, il aura fait 8 jours. Est-ce que c'est cumulé? Non, bien sûr. Est-ce que c'est sur une période calendaire? Non, c'est par rapport à la présence effective dans l'entité. Présence effective. Bien sûr. Ça veut dire qu'on peut dépasser les 3 mois calendaires. On peut dépasser, puisque si selon le chronogramme, on s'est dit qu'il viendra 2 fois par semaine, par exemple. Donc, en principe, les 2 fois par semaine, c'est seulement les 2 fois qu'il vient travailler. OK. Donc, il ne travaille pas tous les 5 jours, 6 jours dans l'entité. Voilà. Donc, c'est juste 2 jours qu'il travaille dans l'entité. D'accord. Donc, c'est par rapport à la présence effective dans l'entité. Il faut le dire. Oui. Mais dans tous les cas, pour tout ce qui est, en tout cas, on n'a pas eu des cas où des contribuables ont été vérifiés sur de longues périodes, peut-être à part
quelques rares cas au niveau de la DGE pour des questions bien précises. OK. Et là, pour la DGE, le délai ne s'arrête pas là, puisque si c'est des multinationales où on a besoin des informations de l'extérieur, le délai que prendra l'administration sœur de l'extérieur pour nous fournir des informations est décompté. OK. Puisque là, si je n'ai pas l'information, je ne peux pas travailler. Donc, du coup, l'administration française peut prendre 6 mois pour nous répondre. OK. Bon, pendant ce temps, est-ce qu'on dira que le contrôle a fini? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends. Voilà, on ne peut pas dire que c'est fini. Oui. Puisque là, on n'a pas encore l'information pour venir maintenant discuter avec vous. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que aussi, quand c'est le contribuable qui a besoin d'une justification, bien d'un document justificatif, et qui doit prendre ça de son siège de l'autre côté, on lui rallonge aussi le délai. Le délai aussi. Puisqu'il se dit peut-être qu'il n'y a pas l'information ici et qu'il a besoin d'attendre son siège pour lui donner l'information. Donc, pendant le temps que le siège prendra pour donner l'information, on attend. D'accord. Mais bref, c'est des cas un peu rares pour tout ce qui est en tout cas la majorité, rare que l'investigateur aille faire 3 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois. C'est des cas un peu rares. Sinon, le vérificateur a un nombre de dossiers à terminer au cours de l'année. Puisqu'il est évalué. Donc, il n'a pas intérêt à y demeurer longtemps dans l'entité. Donc, raison pour laquelle lui-même, il est obligé de faire vite pour pouvoir avancer sur ces dossiers. Il ne va pas traiter il va pas contrôler une seule entreprise. Non, c'est ce qui fait que même quand la société le traîne un peu pour les informations, il est même autorisé même à envoyer une mise en demeure à la société pour lui dire, fournissez-moi l'information pour que je finisse vite. Moi, mais je n'ai pas intérêt à y demeurer longtemps ici. D'accord. Sinon, aucun des deux aussi, quand il dit trop, écoutez, il arrive de faire traîner tout le processus. Donc, bref, l'administration même n'a pas intérêt à y demeurer longtemps dans l'entité. OK. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Et nous vous invitons déjà à envoyer vos questions. Laissez-nous vos questions dans le chat de ce Zoom. Laissez-nous vos questions sur Facebook. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, nous avons parlé de comment se déroule le contrôle fiscal, de combien de temps dure ce contrôle. Maintenant, la question qui suit, c'est qui peut se permettre de faire un contrôle fiscal? Alors, qui peut réaliser un contrôle fiscal et où? Est-ce que moi, bien sûr, je suis aussi agent de l'Office togolais des recettes, mais je relève de la direction de la communication. Je ne peux pas me lever pour aller faire un contrôle dans une entreprise. Est-ce que tous les fiscalistes, a priori, ils sont autorisés? Merci. La question, c'est qui peut faire un contrôle? Par rapport à qui peut faire un contrôle fiscal, d'abord, il faut être un agent assermenté. Alors, assermenté, vous voulez dire quoi? Ça, c'est tous ceux qui ont prêté serment. OK. Voilà. Si vous n'avez pas prêté serment, vous ne pouvez pas mener une opération de contrôle fiscal. Ça, c'est les textes qui le disent. D'accord. Donc, vous devez être assermenté. Voilà. Maintenant, assermenté, il y en a plusieurs agents qui sont assermentés. Moi, je suis assermenté. Voilà. Mais il faut que la personne s'y connaisse. Donc, c'est des gens qu'on a dû former un peu pour ce qui est de peut-être des centres et autres, mais des gens qui ont suivi quand même des formations pour pouvoir mener ces opérations. Et donc, d'abord, il faut être assermenté, il faut être un agent de l'OTR, et plus précisément, il faut être un agent du commissariat des impôts, mais un agent, peut-être même des services généraux, peut appuyer un vérificateur sur le terrain. Okay. Je prends l'exemple peut-être des informaticiens. Lorsque la structure tient une comptabilité informatique, et que l'agent arrive, les trucs qu'on lui présente, il ne comprend pas qu'il a besoin qu'un informaticien vienne lui expliquer vraiment si ce qu'on lui tend là, c'est le vrai ou bien c'est le faux. Donc, il peut se faire assister, il peut faire recours à un informaticien. Maintenant, si cet informaticien il rentre dans les débats directs avec son collègue informaticien de l'entité, il est obligé de le faire figurer sur l'avis. Et donc, lui aussi, indirectement, il fait partie des agents qui vont faire le contrôle à ce moment. Mais, a priori, c'est d'abord les agents du commissariat des impôts, mais qui ont d'abord prêté serment. OK. Oui. D'accord. Maintenant, c'est où on peut le faire. Le contrôle sur place se déroule dans l'entreprise, comme je viens de le dire. Ça, on l'a déjà dit. Exceptionnellement,
l'entité peut demander qu'on délocalise le contrôle. Donc, la délocalisation peut se faire au niveau de son conseil ou peut-être demander que ça se passe au sein de l'administration. Là, il écrit, il formule une demande. Oui. Sinon, le contrôle doit obligatoirement se dérouler au sein de l'entité. D'accord. Voilà. OK. Alors, quelles peuvent être les retombées d'un contrôle fiscal, aussi bien pour l'entreprise contrôlée que pour l'administration elle-même? Les retombées, peut-être qu'on l'a déjà effleuré à travers les objectifs, parce que, comme je le dis, ça permet à l'entité de se corriger, de se réajuster et de savoir concrètement ce qui se passe dans sa boîte. C'est le premier aspect, c'est le côté positif surtout de l'entité. Okay. Mais du côté de l'administration, d'abord, ça participe au suivi fiscal. Oui. C'est très important, puisque l'aspect pédagogique de la chose, c'est d'apporter l'information au contribuable. Ce qu'il ne savait pas, il faut le lui expliquer, oui. Il faut le mettre dans le bain, et là, par là, il commence par se réajuster. Donc, ça participe au suivi fiscal. Bon, l'aspect répressif, là, quand on dit la répression pour quand même dissuader les fraudeurs, c'est que forcément, quand on vous sanctionne, là, il y a le pécunier qui sort, il y a l'aspect pécunier qui intervient. Okay. Donc, ça permet aussi de pouvoir renflouer les caisses aussi de l'État. Okay. Donc, voilà un peu, pour ne pas aller trop dans les détails, les quelques retombées qu'on peut avoir à l'issue du contrôle fiscal. OK. Donc, les retombées pédagogiques essentiellement pour l'administration. Non, pédagogique pour le contribuable. Oui, pardon. Et pécunier. Pour l'administration, mais aussi en termes de civisme, en termes d'éducation du contribuable. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Oga, nous avons parlé en long et en large du contrôle. Notre thème au départ, c'est « Faut-il craindre le contrôle fiscal ?» Je voudrais bien vous poser cette question, même si la réponse n'est pas oui ou non. Après tous les débats que nous avons faits, tous les aspects que nous avons vus, est-ce que vous pensez que le contrôle fiscal est à craindre? Merci beaucoup pour la question. Avant peut-être de répondre à la question très rapidement, comme par rapport au déroulement dont on avait fait cas, on était arrêté sur l'AMR. Donc, en principe, après l'AMR, le contribuable dispose toujours de son droit de contestation. Okay. Il peut encore contester. Et là, il peut adresser sa contestation à la direction de l'administration et du contentieux. Okay. Donc, en principe, la contestation ne s'arrête pas seulement au niveau du vérificateur. Même après l'AMR, il peut contester toujours disons, s'il y a des chefs de redressement dont il pense que, bon, ce n'est pas suffisamment fondé, il continue toujours il peut contester et demander à ce qu'on revoie sa notification. Voilà, maintenant venant à la question par rapport à faut-il craindre ou pas le contrôle fiscal? Dans un premier temps, je dirais non. Je dirais non, parce que c'est quand on ne sait pas qu'on a peur. Quelqu'un qui déclare normalement ses impôts, qui déclare normalement ses bases taxables, n'a pas à craindre un contrôle fiscal. Okay. Par contre, ça devait plutôt l'arranger pour améliorer ses déclarations et bien sûr son activité. Donc, a priori, le contrôle fiscal n'est pas à craindre lorsque nous déclarons ce que nous devons déclarer. C'est quand nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce qu'on a déclaré qui crée la panique. Donc, c'est pourquoi je voulais exhorter les partenaires à s'assurer de ce qu'ils renseignent dans les déclarations. Okay. C'est très important, puisque les conséquences peuvent être lourdes après quand on ne prend pas soin de vraiment s'assurer de ce qu'on a mis. Comme je l'ai déjà dit, certains, ce n'est pas qu'ils veulent frauder, non. C'est soit un oubli, soit il a omis, soit c'est une erreur et tout cela. Donc, ce n'est pas dans l'intention de minimiser ce qu'il veut payer. Okay. Donc, en principe, le contrôle fiscal n'est pas à craindre. Surtout si on a renseigné les bonnes informations dans nos déclarations. D'accord.
Voilà. Merci, Monsieur Oga, pour avoir été avec nous et avoir répondu à nos questions. Nous sommes toujours dans cette émission, les mercredis du Fisc, une émission qui a lieu tous les premiers mercredis du mois avec l'Office togolais des recettes. Aujourd'hui, nous parlons du contrôle fiscal. Notre thème, le contrôle fiscal, faut-il le craindre? Eh bien, la réponse est non, parce que l'objectif premier du contrôle est pédagogique. Il sert à vérifier, à vous aider, à vous aussi vérifier votre comptabilité générale. Et lorsque vous n'avez rien à cacher, lorsque vous faites au mieux vos déclarations, eh bien, vous n'avez pas à craindre le contrôle, parce qu'il peut même vous aider à mieux gérer votre entreprise, si on peut le dire ainsi. Merci de nous avoir suivis. Nous passons à la deuxième partie de cette émission qui consiste à répondre à vos questions. Nous avons déjà plusieurs questions, alors nous allons y aller. Nous vous prions de continuer d'envoyer vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et même si nous ne répondons pas à toutes les questions dans cette émission, notre numéro WhatsApp est disponible. Vous pouvez toujours nous joindre au 90 99 41 01. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Alors, Monsieur Kossi Oga, nous avons la première question. Le contribuable dit: merci, Monsieur Kossi, pour les explications très claires que vous avez apportées. Toutefois, j'ai une question. Pourquoi certains contrôles semblent-ils devenir un acharnement envers les contribuables? Et il explique: j'ai été contrôlé 2 fois dans la même année. Les 2 contrôles se sont bien passés. Toutefois, j'ai reçu quelques mois après une notification m'informant d'un 3e contrôle qui s'est passé à distance à mon insu et suite auquel j'ai été délibérément redressée sans aucune possibilité de recours. Alors, la question c'est: pourquoi certains contrôles semblent-ils devenir un acharnement envers les contribuables? Merci pour la question. Peut-être c'est la dernière partie de la question qui m'a fait un peu tiquer. Sans aucun recours, là, c'est un peu grave parce que ce soit... Sans aucune possibilité de recours. Que ce soit le contrôle sur pièce au bureau, que ce soit le contrôle externe sur place, le contribuable dispose toujours de son droit de recours. Et le droit de recours en question, ça ne s'arrête pas seulement à ces observations. Ou comme je viens de le dire, heureusement que je l'ai mentionné, même après l'AMR, le contribuable peut toujours contester le redressement qu'on lui a fait. Maintenant, peut-être son cas, si peut-être qu'il va être, bon, peut-être le concerné sera un peu plus clair. Je ne sais pas si c'est tous les 2 ou 3 contrôles en question sont tous des contrôles sur place, ou bien il y a eu un contrôle sur pièce et après il y a eu un contrôle sur place. Puisque parfois, quand on commence le contrôle sur pièce et qu'on se dit qu'on ne pourra pas résoudre le problème, bien le risque en question sur pièce, on demande qu'on transforme le contrôle sur pièce sur avis de la direction du contrôle fiscal en contrôle sur place. Là, en principe, c'est la suite du contrôle sur pièce qui va déboucher sur le contrôle sur place. Dans ce cas, il n'y en aura pas un paiement à faire pour le contrôle sur pièce à part et un autre paiement pour le contrôle sur place à part. À moins qu'il y a eu déjà pour le contrôle sur pièce, certains chefs de redressement qui sont déjà reconnus et acceptés, qui peuvent faire objet de paiement. Et peut-être c'est la partie qui est toujours contestée et qu'on ne peut pas régler au bureau, qui est envoyé en contrôle sur place pour être examiné. Donc, je ne sais pas si c'est des contrôles sur place qui se sont déroulés régulièrement, en tout cas successivement, comme il le dit, ou bien c'est un contrôle sur pièce qui a après peut-être incompréhension, a abouti au contrôle sur place. D'accord. Dans tous les cas, nous répondons aux contribuables en lui disant que le contrôle n'est pas un acharnement et qu'il a toujours un droit de réponse. D'abord, droit de réponse, bien sûr, mais ajouter après ce droit de réponse, la suite, en fait, je n'ai pas décliné toute la procédure ici, parce que quand vous allez même en contentieux et que vous n'avez pas gain de cause, vous pouvez poursuivre l'affaire jusqu'au tribunal. Bon, peut-être que c'est ce que les partenaires ne savent pas, mais là, la contestation ne s'arrête pas seulement en contentieux. Mais si vous pensez, si vous estimez dans votre droit que non, le chef de redressement qu'on vous oppose n'est pas fondé, n'a pas droit d'avoir lieu,
ce qui est sûr, je connais bien nos collègues de contentieux, ils vont vous donner raison. Une fois que vous arrivez à prouver, ils vous donneront raison. Mais au cas où vous pensez que le contentieux aussi ne vous a pas compris et que c'est toujours maintenu, mais vous avez encore droit de continuer encore la contestation. Mais à l'étape du contentieux, je pense que la plupart trouvent satisfaction. Mais je m'étonne qu'il a évoqué aucune possibilité de recours par rapport à ces contrôles. Ça m'étonne un peu. Si il peut nous écrire après, peut-être pour mieux comprendre comment, la situation. Qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, ici, nous sommes là en qualité d'agent de la direction du contrôle fiscal, donc la direction du pilotage du contrôle. Et donc, tout ce qui est problème aussi lié au contrôle nous concerne. D'accord. Voilà, donc, ils peuvent remonter leurs soucis à tout moment pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est concrètement passé et de ce qu'il en est, on dira. D'accord. Donc, voilà un peu. Donc, mais là peut-être, je serais mieux peut-être qu'ils nous écrivent, parce que comme là, comme des détails, si c'est des contrôles sur place qui se sont successivement déroulés, ou bien c'est des contrôles internes et externes qui se sont complétés. D'accord, merci. J'espère qu'il a eu la réponse à sa question. Alors, nous avons plein d'autres questions et le temps nous fait défaut. Nous allons y aller rapidement. Monsieur Amen Komi qui aimerait savoir le délai de réponse pour le contribuable lorsque c'est 45 jours. Est-ce que c'est aussi des 45 jours calendaires ou ça concerne juste les jours ouvrés? 45 jours calendaires. Calendaire. Ouais. OK. Voilà. Donc, le délai de réponse pour le contribuable est de 45 jours calendaires. Et c'est la même chose sur l'administration aussi. C'est l'administration au niveau de 45 jours, toujours calendaire pour lui répondre. Pour le lui répondre Bien aussi. sûr. D'accord. C'est avant que nous avons 60 jours, eux, ils avaient 30 jours. C'est-à-dire que l'administration avait 60 jours pour répondre, mais le contribuable avait 30 jours pour faire ses observations. Maintenant, on nous a mis nous tous au même niveau. D'accord. C'est les 45 jours, 45 jours de part et d'autre. De part et d'autre. Voilà. D'accord. Alors, il y a... Monsieur Oga a parlé de la TPU. Qu'appelle-t-il TPU? Alors, je crois que c'est lorsque vous aviez dit ceux qui déclarent la SMT. Minimum de SMT, oui. TPU, c'est la taxe professionnelle unique. Oui. Et donc, c'est plus nos partenaires qui viennent de créer, qui n'ont pas encore... les primo-entrepreneurs. Voilà, ils viennent d'être créés. Et donc, ils n'ont pas tous les éléments à côté. C'est à eux que l'OHADA a prévu le système minimum de trésorerie. Okay. Donc là, il n'y a pas trop de détails d'information. Okay. Voilà. Donc, voilà un peu la TPU. Donc, la TPU, c'est un impôt synthétique. Ça prend en compte plusieurs impôts, c'est au même moment dans la TPU. Donc, c'est pourquoi la taxe professionnelle unique. OK. Ça prend en compte tous les impôts directs liés à son activité. D'accord. Alors, Monsieur Magloire Maouvi, nous espérons que vous avez eu la réponse à votre question. TPU, taxe professionnelle unique. Alors, Monsieur Pascal Do aimerait savoir qui peut être conseiller, si possible, agent de fisc. Est-ce qu'un agent de fisc peut être conseiller? Parce que la question est qui peut être un conseiller, si possible, un agent de fisc? OK. Merci pour la question. Un agent du fisc qui est en fonction ne peut pas être conseiller. Et même s'il part à la retraite, il doit observer 3 ans avant de se constituer en conseil pour une entité. Okay. Donc, un agent de fisc en fonction ne peut pas être conseiller fiscal d'une entité. OK. Ça, je crois que les textes à l'Office togolais des recettes sont très clairs ça, sur la lésion, la cession, la limite entre ces un agent du fisc en fonction ne peut jamais être conseiller d'une entité. Et même après son départ à la retraite, il attend 3 ans pour pouvoir exercer cette fonction. D'accord. Donc, voilà un peu voilà, ce qui concerne ceux qui... Voilà. Tout agent OTR, peut-être il faut qu'on soit précis, parce que quand on dit agent du fisc, peut-être qu'on va dire que c'est les agents du commissariat des impôts qui sont concernés. C'est ça. Tout agent OTR. Tout agent Il y a des agents qui sont peut-être fiscalistes à la base ou comptables, mais qui ne relèvent pas du commissariat des impôts. Tout agent, aucun agent OTR ne peut pas être conseiller d'une entité. OK. Qu'il soit en fonction ou après même son départ à la retraite, il doit attendre 3 ans. 3 ans. Voilà. Alors, c'est très clair, cher ami qui a posé la question, Monsieur Pascal Do. Aucun agent de l'OTR ne peut être conseiller fiscal.
Les textes sont très clairs et si vous connaissez un agent de l'OTR qui est conseiller fiscal, vous avez le droit de vous adresser à l'administration pour dénoncer cela. Nous continuons, nous avons une question de la part de M. Kokou François qui dit « On sait que chaque année, il y a des nouveautés dans la législation fiscale. Alors, pour cette année 2023, quelles sont les éventuelles nouveautés? De quel mois à quel mois a lieu le contrôle dans l'année? » Merci pour sa question. En ce qui concerne les nouveautés, il y en a plusieurs. Peut-être si... Bon, qui vont en rapport avec le contrôle. Si c'est en rapport avec le contrôle, oui. Comme je viens déjà de le dire tout à l'heure, en termes de délai, dans l'ancienne législation, l'administration disposait de 60 jours, le contribuable dispose de 30 jours. De 30 jours. Mais avec la nouvelle législation, les deux entités, mais les deux partenaires disposent 45 jours chacun. Okay. Ajouter à ça, par rapport au délai de rallonge, dans l'ancienne législation, ce n'était pas vraiment précis que l'administration, c'est-à-dire le contribuable peut demander rallonge. Ce n'était pas clair. Mais avec la nouvelle législation, maintenant, c'est bien précis. Et c'est 8 jours. C'est 8 jours. Toujours dans le sens du contrôle fiscal, il y a eu des articles concernant l'IRSEM qui ont été touchés. Bon, il y en a plusieurs. Peut-être qu'on ne pourrait pas rentrer trop dans les détails, puisque souvent, il y a des formations, ou bien disons des séances de partage que nos collègues de la législation font pour pouvoir faire le tour de toutes les modifications qu'on a apportées au Code général des impôts et au livre de procédure fiscale. Oui. Donc, bon, je n'ai pas à faire la liste exhaustive à l'état actuel pour peut-être aller impôt par impôt ou bien opération par opération par rapport aux différents articles. Mais, bien sûr, certes, il y a eu des modifications qui ont été opérées, mais en ce qui concerne le contrôle, c'est plus du côté des délais et quelques articles liés à l'IRSEM, comme je viens de le dire. Et je pense, oui, bon, plus à l'IRSEM. C'est quoi l'IRSEM déjà? Non, c'est l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers. Okay. Donc, bref. Nous n'avons pas tous le langage fiscal. Oui, bien sûr, c'est l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Oui. Donc, je n'ai pas la liste exhaustive par rapport à toutes les modifications qui ont été faites, puisqu'il y a une séance de sensibilisation qui se fera par rapport à ça. D'accord. Ouais. Alors, de quel mois à quel mois a lieu le contrôle dans l'année? Non, le contrôle peut se dérouler à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas un moment précis pour pouvoir effectuer le contrôle. Ce n'est pas après le premier trimestre, ce n'est pas à la fin du mois de janvier, ça peut être tout le temps. Tout le temps. Okay. Vous pouvez avoir le contrôle à tout moment. Mais du 1er janvier au 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre. Sauf que vous êtes averti à l'avance quand c'est bien sûr, seulement que nous savons que par exemple au 31 décembre, on ne peut plus envoyer un avis parce que vous allez faire les opérations, tout cela quand vous allez tomber de l'année qui suit. Bon, du coup, on ne lance pas souvent les dossiers à cette période. À cette période. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas lancer. Donc, il n'y a pas une période indiquée pour lancer le contrôle. D'accord. Voilà. Merci bien, Monsieur Oga. Nous continuons avec les questions. Alors, nous avons Monsieur Sampiano qui demande comment se passe le contrôle des succursales. Et je vais cumuler les deux questions parce que je pense qu'elles se ressemblent. Monsieur Miami Suleiman qui voudrait qu'on l'éclaire un peu sur le contrôle d'une holding. Alors, comment se passe le contrôle des succursales et est-ce qu'on peut les éclairer sur le contrôle d'une holding? Merci beaucoup pour la question. Mais je préfère peut-être rappeler que la procédure du contrôle reste la même. Okay. Que vous soyez succursale, que vous soyez holding, la procédure reste la même. Okay. C'est les techniques qui peuvent varier. Et pour les techniques, ça c'est par rapport à l'entité, on ne pourrait pas déployer les techniques ici, puisque à chaque entité avec ses réalités. Okay. Donc, pour la procédure, que vous soyez compétent succursale, que vous soyez holding, la procédure reste la même. Tout à l'heure, je viens d'évoquer l'aspect où peut-être qu'on peut avoir besoin de l'information que la succursale, disons la filiale dit qu'il doit prendre l'information sur son holding qui n'est pas forcément dans le pays, qui n'est pas dans le pays. Voilà, donc c'est des aspects qui arrivent. Maintenant, les techniques varient. Pour appréhender un chiffre d'affaires d'un holding, on ne s'arrête pas au compte 70 et tout ce qui va avec. C'est des groupes qui se retrouvent là dans le holding. Voilà. Donc, disons, je dis des groupes, c'est des entités qui se retrouvent en groupe dans le holding. Donc, les techniques varient selon la réalité de la structure. Okay.
Donc, si c'est le comment ça se passe, la procédure reste toujours la même. Elle est la même. Voilà. D'accord. Donc, la procédure est la même que vous soyez un individu, une entité, une holding, une succursale. Nous l'avons dit un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on vous envoie une notification. Un avis de vérification. Et pourquoi je dis toujours notification? Donc, un avis d'abord, un avis de vérification. Un avis de vérification. Avis de vérification. Voilà. Et la suite, vous l'avez déjà entendu, on vient dans l'entreprise, on fait un programme, un planning et le vérificateur est là quelques jours par semaine. Donc, la procédure, elle est la même, quel que soit le type de structure. C'est la même procédure. Puisque c'est ce que les tests sont prévus. OK. Maintenant, quand tu arrives comme je le dis, dans l'entité, ça c'est les techniques, je ne peux pas contrôler. Selon les cas. Je ne peux pas contrôler une cimenterie de la même manière que une brasserie, de la même manière qu'une grande surface, ainsi de suite. Les techniques doivent forcément varier. Je ne peux pas contrôler une entité qui est une filiale dont là, le groupe, la mère est ailleurs, où les prix de transfert, la notion des prix de transfert peuvent intervenir et autres. Donc, on ne peut pas avoir la même technique pour toutes les entités. C'est en fonction des entités que les axes de recherche sont établis et, disons, les recherches sont faites. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Oga. Nous avons une question de M. Abalo Didier. Il dit « Merci pour le partage d'informations. Ma question est celle-ci. S'il y a une discordance entre le contribuable et le fisc, peut-on faire recours à la loi ?» Ça, c'est la première question. Combien de fois peut-on faire sujet de contrôle fiscal au cours d'un exercice? Alors, lorsqu'il y a discordance entre le contribuable et le fisc, peut-on faire recours à la loi? Ça, c'est une garantie du contribuable. Et peut-être que je l'ai omis, lorsqu'on vous envoie l'avis de vérification, où je dis qu'on joint la liste des documents demandés, on joint aussi la charte du contribuable. Et la charte du contribuable, c'est le document qui contient tout ce qui est garanti du contribuable par rapport au contrôle fiscal. Donc, voilà. C'est un peu vos droits. Non, c'est le droit du contribuable. Oui, ce que je dis, les droits du contribuable. On vous informe. On vous informe de vos droits. Voilà. En même temps que... En même temps qu'on envoie l'avis, on vous informe de tous vos droits. Voilà ce que les tests sont prévus par rapport à tout ce qui est contrôle. Donc, quand il demande s'il peut faire recours, ça, c'est son droit. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... C'est même pas un débat. Donc, comme je l'avais déjà dit, si vous n'êtes pas d'accord sur un chef de redressement ou même sur toute la notification, après, quand vous avez envoyé la réponse aux observations, on vous a maintenant même adjoint, même après les 30 jours, l'AMR, vous pouvez continuer votre contestation au niveau de la direction de la législation et du contentieux. Elle est là pour ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, comme je l'ai dit, vous pouvez aller même devant les cours. Ça, c'est prévu dans les tests. D'accord. Voilà. OK, nous avons bien compris. Je crois que M. Didier Abalo est toujours avec nous et qu'il a eu la réponse à cette question. Alors, sa deuxième question, c'est combien de fois peut-on faire sujet d'un contrôle fiscal au cours d'un exercice? Au cours d'un exercice, ça dépend. Vous pouvez faire objet de contrôle sur pièce et peut-être après faire objet de contrôle sur place. Mais vous ne pouvez pas faire objet de contrôle sur place successivement au cours d'une année. Parce que c'est un seul contrôle sur place dans l'année. Ça dépend. Si le contrôle sur place qui va n'a pas pris en compte toutes les années en question, supposons qu'une année veut être prescrite. On peut aller juste contrôler cette année et continuer les autres années après. Mais c'est toujours la suite du contrôle. Initialement démarré. Donc, en principe, quand on y va pour un contrôle sur place, une fois l'année suffit. Ou même 2 ans, une fois 2 ans même suffit. À moins que dans la vie, on n'a pas cité toutes les années sur lesquelles on pourrait faire le contrôle. C'est-à-dire que, comme je le dis, par exemple, 2018 veut être prescrit actuellement, en septembre. Le collègue peut envoyer un avis peut-être en août ou même en juillet, selon que le risque est identifié tardivement, pour aller contrôler juste 2018. Et après, selon les constats effectués, il peut dire, ah, mais le risque continue sur les autres années, donc il faut qu'on aille contrôler aussi les autres années. Et maintenant, demander l'avis de la direction du contrôle fiscal pour l'autoriser à aller contrôler les autres années. Donc, il doit renvoyer notre avis s'il n'a pas fait mention de ces années sur son avis initial. Donc, voilà un peu
ce qu'on peut dire. D'accord. Donc, théoriquement, vous pouvez faire l'objet de 2 contrôles, mais ce sera un contrôle interne et un contrôle externe. Mais les deux ne doivent pas se passer au même moment. Au même moment. C'est en principe le contrôle sur pièce qui commence et on l'aboutit au contrôle sur place. Ou soit, on est parti faire une vérification partielle ou ponctuelle, on a plus d'informations maintenant pour venir compléter avec le contrôle sur pièce. D'accord. Voilà. OK, nous allons répondre à notre dernière question. Nous avons M. Adoyi Alilou qui pose la question. Bonjour monsieur, parfois il s'agit des recoupements liés à la TVA et à chaque fois que la déclaration n'est pas conforme à l'information recoupée, il peut faire objet d'un contrôle sur pièce durant la même année. Alors personnellement, je ne vois pas la question. Non, peut-être on peut l'appuyer, mais le rappeler. Pour ce qui concerne le contrôle sur pièce, il n'y a pas un nombre de fois. OK. On peut vous envoyer 12 contrôles sur pièce au cours d'une année. OK. Ça, c'est le contrôle sur pièce. OK. Autant de fois que l'information arrive. Donc, ça rejoint un peu la question précédente. Le nombre de fois où on peut être contrôlé. Donc, contrôle sur pièce illimité. Illimité. Pour le contrôle sur pièce, on n'a pas un nombre de fois défini pour ça. Okay. On peut, autant de fois que l'information nouvelle arrive, on peut vous envoyer un contrôle sur pièce. OK. D'accord. Merci, M. Oga, d'avoir répondu aux questions de nos contribuables. S'il vous plaît, pour que peut-être que les gens ça ne prête pas confusion, pour ce qui est contrôle sur pièce lié aux états financiers, ça ne peut être qu'une seule fois au cours de l'année par rapport à cet état financier. Mais pour ce qui est lié à la TVA, puisque la TVA est mensuelle, donc il y a des contrôles mensuels de TVA aussi qui se font. OK. Là, c'est le contrôle sur pièce mensuel. Comme on l'a dit mensuel, donc autant de mois que l'information. Effectivement, il a précisé que ça c'est de la TVA. Voilà, si c'est la TVA, donc autant de fois que vos informations sont différentes par rapport à ce que nous avons, on peut vous envoyer un contrôle sur pièce pour que vous expliquiez. D'accord. Donc voilà un peu ce qu'on peut ajouter. OK. Merci, M. Oga, pour avoir été avec nous tout au long de cette émission. Comme nous l'avons dit, nous tendons vers la fin. La durée de vérification sur place dans l'ancienne version du code, il est précisé présence effective, mais dans la nouvelle version du code, cette présence n'a pas été apportée. Cela reste toujours une présence effective ou calendaire? La question nous vient de M. Ken. Dans la nouvelle version du code, est-ce que la présence du vérificateur est effective ou calendaire? OK. Il pose la question si c'est calendaire ou effective. Par rapport à la nouvelle version de notre loi de finances, c'est vrai que l'aspect présence effective n'a plus mis en exergue et que c'est vrai que cet aspect pose un petit débat. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans ce détail. Okay. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit, c'est pour éviter de rentrer dans ce détail que je l'ai déjà souligné, qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'administration elle-même d'aller rester longtemps dans une entité. Okay. Donc, bref, pour ce débat, nous allons y revenir là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, il va y avoir une sensibilisation par rapport à tout ce qu'on a apporté comme nouveauté dans la loi des finances. D'accord. Et donc, on va y revenir en détail pour apporter les informations qu'il faut. OK, nous répondons cette fois-ci à la toute dernière question. Qu'advient-il si un contribuable ne s'exécute pas volontairement suite à un redressement? Qu'advient-il si un contribuable ne s'exécute pas volontairement suite à un redressement? Bon, peut-être que la question, bon, si je le prends tel que pour se poser, s'il a déjà eu le redressement, c'est que c'est la procédure de recouvrement qui va se poursuivre. OK. Mais si c'est une opposition au contrôle proprement dit, là aussi les termes sont clairs. Donc, nous changeons la procédure de contradictoire en procédure de rectification d'office. OK. Voilà. Mais s'il a déjà fait ça fera l'objet d'une autre émission. Il n'y a pas de souci. OK, M. Oga, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner sur nos pages. Alors, la page Facebook de l'Office togolais des recettes, c'est Office togolais des recettes-OTR. Nous avons notre page YouTube qui est Canal OTR et nous avons un numéro WhatsApp qui est disponible pour vous. Aux heures et jours ouvrés, 90 99 41 01. Vous pouvez laisser vos messages et trouver vos réponses. Nous nous donnons rendez-vous sur le premier mercredi du mois prochain, qui est le mercredi 3 mai, pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous de cette émission Mercredi du Fisc. Alors, j'aimerais vous dire au revoir, mais je ne vais pas le faire sans demander à M. Kossi Oga de nous donner son mot de fin. Votre dernier mot, M. Oga. Merci beaucoup, madame, pour ce mot de fin.
D'abord, c'est pour dire un sincère merci à tous nos partenaires qui sont connectés. Déjà, toutes les questions nous a permis de savoir qui sont... Vous avez 1 minute pour votre mot de fin. Bien sûr, merci beaucoup, madame. C'est ce que je dis, c'est pour leur dire merci, pour les féliciter, pour être scotché pendant tout ce moment. Le temps est précieux pour tout et chacun. Donc, nous ne pouvons que les féliciter pour ce sens de recherche d'information qu'ils ont. Et nous exhortons tous les autres acteurs ou les autres partenaires à y faire le même. Mais le mot de fin, peut-être, c'est pour dire aux contribuables qu'ils n'ont qu'à s'assurer de ce qu'ils mettent dans les états financiers. Parce qu'on n'a pas intérêt à avoir des partenaires qui ont peur de nous. Nous voulons travailler main dans la main. Donc, de s'assurer de ce qu'ils mettent dans les déclarations. D'accord. Peut-être que c'est ce que je peux leur dire et profiter, dire bonjour à tous les collègues qui nous ont suivis, à tous qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Et vraiment aussi dire un sincère merci à l'autorité. C'est-à-dire que le CODI qui a pris sur lui d'instituer ces séances de partage et la féliciter pour toutes les actions qu'il mène pour le bon développement de l'OTR et tout ce qui est lié au domaine public de notre pays. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Chers amis, nous vous disons encore merci. Comme on l'a dit, assurez-vous de ce que vous mettez dans vos déclarations. Et je vais profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil à la TVM. Alors, les déclarations devaient être terminées le 31 mars dernier, mais il y a une prorogation de 2 semaines compte tenu de l'affluence. Vous pouvez toujours payer votre TVM sans contrôle. Nous venons de parler de contrôle fiscal et sans pénalité jusqu'au 17 avril. À partir du 17 avril, jusqu'au 16, je pense. À partir du 17, les contrôles commencent. Alors, nous voulons travailler main dans la main, comme l'a dit M. Oga. Alors, acquittons-nous de nos devoirs fiscaux. Merci à vous et rendez-vous le 3 mai prochain pour un nouveau numéro du Mercredi du Fisc.